l'objectif du plan était donc de mettre la médecine génomique au sein du parcours de soins, et c'est un peu la difficulté que s'est donné ce plan, mais qui est essentiel pour les patients par rapport au plan anglais, par exemple, qui lui s'est inscrit d'abord dans la recherche et qui maintenant commence à s'installer dans le parcours de soins. Donc on a appris les choses un peu différemment en France, c'est pour ça que c'est un peu plus long à mettre en place. Et donc l'objectif, il est d'implémenter cette médecine génomique dans les maladies rares, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, mais également dans le cancer. Donc il y a une grande partie du plan qui est dédiée au cancer aussi, et puis à terme, plus tard, dans les maladies communes. Et donc l'objectif initial était de pouvoir proposer cette médecine génomique environ à 50 000 patients par an. Donc il y a 3 objectifs principaux, c'est-à-dire mettre en œuvre les instruments du parcours de soins, et ça va en revenir, il y a plusieurs mesures là, qui est récentes et à venir qui vont particulièrement vous intéresser. Assurer la mise en œuvre opérationnelle et la montée en puissance, donc on va voir que ça y est, on commence vraiment à démarrer, et puis mettre en œuvre les outils de suivi et de pilotage. Donc, l'objectif en fait complet est de permettre à partir d'une consultation médicale de pouvoir mettre à disposition tous les outils du plan de transmédecine génomique aux patients et aux médecins pour apporter un diagnostic aux patients. Et puis évidemment le deuxième volet qui est tout aussi important du plan, c'est le volet recherche, c'est-à-dire que ces données qui sont générées dans le cadre du soin peuvent être réutilisées en recherche. Et donc, on va en parler aussi de l'accessibilité des données en recherche et des nouveautés qui viennent d'être annoncées récemment. Alors, il y a tout un nombre de groupes de travail et pour des actions transversales que je ne vais pas vous détailler, mais il y a l'évaluation médico-économique, les aspects éthiques et réglementaires, évidemment, l'aspect communication, et puis il y a un aspect formation. Donc la structuration des parcours de soins, ça a été un grand champ de travail depuis maintenant 2 ans, puisqu'il y a eu ces 2 vagues de préindication. Donc la définition d'une préindication, et il y aura une présentation sur les préindications de votre filière après moi, donc je ne vais pas détailler les vôtres, mais le principe d'une préindication, et ça c'est important à garder en tête à chaque fois qu'on prescrit un génome dans le cadre du plan. On est sur une phase transitoire d'évaluation, c'est-à-dire que la HAS va observer en fait ces préindications, et l'objectif est d'évaluer quelle va être l'utilité par rapport et l'apport du séquençage du génome dans ces préindications, pour qu'ensuite la HAS choisisse les préindications pour lesquelles elle va valider les indications pour lesquelles il y aura une prise en charge de ce séquençage de génome dans le diagnostic. Alors, quelles seraient les modalités de prise en charge? C'est-à-dire, est-ce que ça va être un remboursement? Est-ce que ça va être un RIHN? Pour l'instant, on n'en sait rien. Ce n'est pas encore défini. Pour l'instant, on est déjà on est pour l'instant dans la première phase de qu'est-ce qu'apporte le génome en fait dans le diagnostic de ces patients, préindication par préindication. On n'a pas non plus de calendrier sur combien de temps va durer cette évaluation et quand est-ce qu'ils vont rendre des résultats. Et bon, il faut quand même reconnaître qu'en ce moment, ils sont un peu occupés par la crise sanitaire. Donc, il y a eu 2 phases pour la sélection de ces préindications, une 60aine au total. Et il y en a 51 qui sont dédiées aux maladies rares, avec pour chacune d'entre elles un parcours de soins qui a été adapté à partir d'un parcours de soins générique, on reviendra tout à l'heure. Et on a essayé le plus possible de mettre tout ce qu'on pouvait sur le site internet pour que ce soit facilement accessible aux prescripteurs. Et donc sur le site du plan France Médecine Génomique, vous avez par préindication en fait une page dédiée. Donc, si je reviens sur les chiffres, en fait, la première vague, c'était 14 préindications, et vraiment la deuxième vague, qui a été une vague volontairement beaucoup plus importante, là, on monte beaucoup plus dans les préindications. Alors, en fait, on est à 61 en total, parce qu'il y en a 2 qui ont fusionné, c'est-à-dire que les cardiomyopathies, en fait, n'en sont plus qu'une seule. Donc, pour votre filière, il y a donc 5 préindications qui ont été déterminées. Et donc, elles suivent toutes le même parcours de soins, toutes les préindications. C'est-à-dire que ça commence par une consultation médicale où on informe le patient de la possibilité d'avoir accès à son génome. Le dossier est discuté en RCP et validé en RCP. Excusez-moi. Il y a une prescription électronique
avec 2 outils de prescription qui ont été mis en place, une validation électronique dans l'outil de prescription par le responsable de RCP auquel le prescripteur est relié, les prélèvements, le séquençage au sein d'un des 2 laboratoires, l'interprétation clinico-biologique, et puis la mise en place de réunions d'interprétation clinico-biologique et de RCP d'aval. Et on évoquera tout à l'heure ce que ça veut dire maintenant, ces termes. Et puis enfin, le rendu du résultat en consultation médicale par le prescripteur. Donc il y a 2 laboratoires qui se répartissent au territoire français pour l'instant. Le premier, c'est Sequoia pour le territoire Nord et Île-de-France. Et puis Oragène pour la partie Sud et Grand Est, avec pour les maladies rares un séquençage de génome constitutionnel en trio si possible, et je reviendrai sur le si possible, à profondeur 30x. Il est vrai que pour les maladies sporadiques, le fait d'avoir accès aux parents quand ils sont disponibles, c'est l'interprétation, donc il faut le favoriser autant que possible, même si ce n'est pas toujours simple. Ça, je suis bien d'accord chez les patients adultes, parce que les parents n'habitent pas forcément dans la même région, ça complique les choses d'un point de vue organisationnel. Mais pour les biologistes, c'est quand même beaucoup plus facile dans les maladies sporadiques d'avoir le trio. Et puis quand c'est des formes familiales, eh bien, on peut prélever les adresses pertinents jusqu'à 4 échantillons possibles dans une même famille. Donc, on est toujours à faire le possible du prescripteur et de termes de prescription, d'arriver à avoir accès aux prélèvements et à envoyer tout ce qu'on peut au laboratoire. Et puis d'un côté, essayer de faciliter les choses aux biologistes pour que cette analyse soit la moins compliquée possible, parce que le plan génomique, ça reste quand même encore de la haute couture. Donc, cet exemple pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, chaque préindication bénéficie d'une page Internet dédiée sur laquelle, en fait, on retrouve la liste des RCP avec les coordonnées du coordonnateur de RCP qu'on peut contacter si on a des questions par rapport à son territoire. Il y a aussi les critères en fait, de prescription quand il y a des bilans à faire en amont. Par exemple, pour la taxi, il y a des recommandations qui ont été émises de bilan à faire en amont avant d'aller au génome. Donc, c'est aussi disponible sur le site. L'objectif étant de faciliter la formation le plus possible aux prescripteurs. Donc voilà, vous voyez, il y a toute la liste des préindications, donc je ne veux pas du tout vous la détailler, c'est juste pour que vous ayez en fait l'adresse mail, l'adresse internet, pardon, pour les trouver facilement. Donc, on a essayé le plus possible au cours de l'année qui vient de s'écouler, enfin maintenant les 18 mois derniers, d'élaborer des recommandations organisationnelles. Alors, ces recommandations, elles se construisent aussi du questionnement que vous remontez. Par exemple, notamment pour les fœtus, au départ, ce n'était pas possible, donc il nous a été demandé que ça puisse devenir possible. Donc, on a mis des recommandations sur la qualité des échantillons ou de l'ADN quand ce n'est pas à partir de tissus congelés. Il y a des recommandations aussi qui ont été faites pour la cancérologie. Sur le circuit post-analytique, il y a la mise en place maintenant de ce qu'on appelle les réunions d'interprétation clinico-biologique. Et elles sont volontairement différenciées des RCP FMG d'aval. Pourquoi cette différence? C'était pour être homogène aussi avec le cancer, c'est-à-dire que les réunions d'interprétation clinico-biologique, elles ne vont pas forcément être systématiques. Elles seront vraiment pour discuter des dossiers où il y a besoin de la participation ou du clinicien parce qu'il y a besoin d'avoir des informations complémentaires cliniques pour aider le biologiste à interpréter les données, ou parce que le biologiste qui a interprété les données a besoin de faire appel à un expert avec lequel il peut discuter des résultats. Et donc, c'est quand le résultat, quand l'analyse va trouver une mutation évidente, causale, et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des éléments complémentaires parce que ce qui a été fourni dans l'étude de prescription est suffisant, il n'y a pas besoin forcément d'avoir recours à ces réunions. Donc, il y a des recommandations qui ont été émises et qui sont disponibles sur le site. Et le terme de RCP FMG d'aval est plutôt dédié aux modifications de prise en charge thérapeutique liées à ces résultats. Et donc, n'a pas forcément
nécessité qu'il y ait le biologiste qui soit présent. Ça peut tout à fait être le clinicien qui a reçu les résultats, qui va discuter avec les experts de la maladie et comment modifier en fait, cette prise en charge. Alors, ensuite, il y a eu aussi des recommandations plus techniques. Ça, je ne reviendrai pas dans le détail de valeur seuil. Alors, d'INRI, ça, c'est du langage voilà, technique. Mais par exemple, il y a une préindication comme aplasie médulaire qui avait besoin de pouvoir faire le génome sur les fibroblastes parce que la quantité d'ADN circulante dans le sang était insuffisante liée à la aplasie médulaire. Donc, il a fallu en fait, faire des protocoles particuliers qui n'étaient pas prévus au départ lorsque la campagne de préindication a été lancée. De la même façon, pour les histiocytoses, ils avaient besoin d'avoir accès au RNA-seq. Donc, maintenant, pour faciliter la prescription, vous avez sans doute entendu parler, parce qu'on a essayé de communiquer le plus qu'on pouvait sur le recrutement d'assistants de prescription. Le PNMR3 a financé pour une première année en fait, 24 postes d'assistants de prescription répartis sur toute la France, qui ont pour objectif d'aider en fait, les cliniciens à, je dirais, prendre en main les outils de prescription et puis organiser localement au mieux les circuits pour notamment la levée des échantillons, l'organisation des RCP. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place progressivement depuis l'année dernière, puisque le financement a fait partie de la première circulaire de 2020. Et on a travaillé avec la DGES pour que ce financement puisse se pérenniser, non seulement pour les maladies rares, mais aussi pour le cancer, donc pour l'ensemble du plan, parce que les villes qui avaient commencé à recruter ont très rapidement fait le retour que ça les aidait vraiment bien et que c'était vraiment dommageable que ça ne s'inscrive que pour 12 mois et que sans doute ce serait utile que ça puisse se pérenniser. Donc c'est en bonne voie, on a plutôt bon espoir vu la dernière réunion qu'on a eue à la DGOS, que du coup ce dispositif se poursuive dans les années qui viennent. Alors à quel... comment dirais-je, à combien d'années ça, je serais bien incapable de vous le spécifier parce que la DGES ne parle jamais de mesures pérennes, mais en tout cas pour plusieurs années et avec une augmentation très significative du nombre de postes au niveau national, ce qui va permettre de couvrir à la fois maladies rares et cancer. Et surtout, l'objectif était d'éviter le plus possible qu'il y ait des assistants de prescription qui continuent à aller sur plusieurs sites en province, puisqu'on a vu des assistants partagés, par exemple, entre Rennes et Brest ou partagés entre Angers et Tours. Et donc là, il y aura plutôt une mutualisation locale dans les villes de province, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un maladie rare qui fait Brest-RN et un cancer qui fait Brest-RN, l'assistant de prescription à Brest fera l'ensemble des préindications et celui de Rennes fera l'ensemble des préindications localement. Donc ça, on devrait pouvoir vous présenter l'ensemble du dispositif, je pense, d'ici un mois après. Le deuxième chose sur lequel on a beaucoup travaillé depuis un an, alors on a été pour le coup là un peu retardé par la crise Covid parce que le ministère au printemps était très très occupé et donc avait laissé un peu ce dossier en attente. Donc on a surtout repris les choses depuis cet été. C'est la possibilité que le laboratoire Sequoia et Oragen puissent faire appel à des interprétateurs extérieurs, donc aux biologistes experts dans les disciplines, dans les préindications, pour interpréter les données. Et donc, on avait fait une enquête cet été, entre juillet et septembre, pour pouvoir, préindication par préindication, avoir le listing des biologistes volontaires qui souhaiteraient interpréter les données sur Sequoia et sur Oragen. Et ces listes, d'ailleurs, avaient été relues par les biologistes en charge de chacune des préindications. Donc, il y a un groupe de travail qui a été élaboré par la DGES avec un certain nombre de membres des sociétés savantes et puis de l'équipe PFMG pour travailler un document qui est une convention type entre le GCS et l'établissement de santé qui est employeur du biologiste qui souhaiterait participer à l'interprétation. Et donc, après un certain nombre de réunions et d'échanges, surtout avec la Direction générale de la santé et l'Agence de la biomédecine, parce qu'il y avait des contraintes à la fois juridiques et des bonnes pratiques, eh bien, le document est enfin finalisé. Et donc, pas plus tard qu'aujourd'hui, donc vous voyez,
c'est vraiment tout frais. La version finale a été transmise au groupe de travail ainsi qu'au GCS, et il va y avoir une information qui va être faite à l'ensemble des directeurs des CHU et des centres de lutte contre le cancer pour leur dire que maintenant cette convention est disponible, et donc il va être possible de conventionner entre les GCS et les établissements de santé qui emploient des biologistes qui souhaitent interpréter les données. Donc, j'avais marqué en projet Hugo ce matin. Donc, quelques données d'activité. Donc, ce qui avait été déclaré dans les dossiers soumis à la HAS faisait entrevoir une cible de dossier, c'est-à-dire pas de famille. Dans les maladies rares, quand on comprenait la déficience intellectuelle, d'un peu plus de 16 000 familles pour les maladies rares et un peu plus de 12 000 pour le cancer. Bon, sachant qu'actuellement, la déficience intellectuelle n'a quasiment pas ouvert à cause en raison du pilote des filiales. Donc, les chiffres que je vais vous montrer, du coup, ne comprennent pas cette préindication. Donc, on voit que depuis juin, eh bien, on est en montée plutôt constante. Alors, pourquoi les chiffres à partir de juin? Simplement parce que les réponses de la majorité des préindications de la deuxième vague sont arrivées au mois de janvier, qu'il fallait le temps que les choses se mettent en place. En plus, on a été obligé de fermer Sequoia et Oragène pendant 2 mois à cause de la crise Covid. Donc, on suit vraiment les chiffres maintenant depuis juin, et on voit que du coup, ça monte sur une pente qui est plutôt bien croissante. Alors, on espère que la situation actuelle ne va pas ralentir, mais ça, on verra avec le temps. Et puis, la question des comptes rendus, parce que c'est vraiment une question qui est primordiale, puisque c'est un secret pour personne qu'il y a eu une difficulté de démarrage à rendre les comptes rendus. Ça commence aussi à s'améliorer, et on voit que maintenant les choses vont se mettre en place. Alors, il va falloir évidemment rattraper le retard, mais une fois que le retard sera rattrapé, l'objectif est un délai de compte rendu de 4 à 6 mois dans les maladies. Donc, un petit mot rapide de l'avancement des projets pilotes. Donc, il y a 4 projets pilotes dans le cadre du plan France Médecine Génomique. Celui qui est dédié aux maladies rares et concerne la déficience intellectuelle, ça avance plutôt bien. Il y a maintenant plus de la moitié des inclusions qui ont été faites, avec des centres qui ont même déjà fini leur inclusion, comme par exemple tous les centres de Paris et les centres de Grand Est. Donc, ça leur a permis d'avoir l'ouverture de la préindication déficience intellectuelle. Et puis, en parallèle, vous avez aussi le projet pilote PopGen qui est dédié à la population générale. Donc, c'est vraiment séquencer des patients en bonne santé. Enfin, Multipli, donc ça, c'est sur le cancer. Et puis, Glucogène qui est dédié au format typique de diabète. Et là, ils sont encore à la phase de finalisation du document de recherche. Alors, le dernier point sur lequel je reviendrai, c'est la réutilisation des données pour la recherche. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Alors, je profite en fait, de cette journée pour rassurer en fait, vraiment l'objectif du plan, c'est que les données puissent être disponibles aussi en recherche. Alors, jusqu'à présent, on avait une grande difficulté par rapport à la construction de ça, c'est que le plan France Médecine Génomique, en fait, s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le CREFIX, qui est le centre de référence et d'innovation et puis de recommandation. Donc, c'est eux qui font tous les protocoles et les essais techniques, etc. Ensuite, vous avez évidemment les laboratoires, donc Sequoia et Oragène. Et puis, le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle le CAD, donc le collecteur analyseur de données, qui était un projet extrêmement important qui va collecter, comme son nom l'indique, et regrouper toutes les données génétiques qui sont issues du plan France Médecine Génomique, avec pour ambition
de développer des outils pour réanalyser les données dans le cadre du soin performants qui sont à disposition de Sequoia et Origen et d'autres laboratoires éventuellement, mais surtout d'être un grand centre de collecteurs et d'analyseurs de données pour la recherche avec des accès à l'ensemble des personnes qui souhaiteraient faire de la recherche sur ces données. Et jusqu'à présent, en fait, ce collecteur ne pouvait pas être mis en place, simplement parce qu'il y a eu beaucoup de discussions politiques pendant l'année qui vient de s'écouler. Et donc, tant qu'on n'avait pas la confirmation que la mise en place était acceptée et allait se faire, eh bien, on ne pouvait pas monter le modèle d'accès aux données en recherche, puisqu'on ne savait pas si on allait avoir les outils pour. Maintenant, on sait que c'est bon. Le Premier ministre, en fait, a voté, enfin, pas voté, mais a acté, en fait, la création de ce cadre à l'aube de 2 ans. Donc, ce collecteur sera, le plan a 2 ans pour mettre en place ce collecteur. Alors, n'ayez pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas accès pendant 2 ans aux données de recherche. On sait très bien qu'il y a une grande attente et puis que c'est absolument indispensable que les chercheurs puissent avoir accès aux données qui sont générées dès maintenant, hein, et même depuis que les préindications sont ouvertes. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle un pré-CAD, c'est-à-dire qu'il va y avoir une solution temporaire qui permettra, en fait, sur demande des chercheurs, de transférer les données dans une bulle sécurisée où le chercheur pourra avoir accès aux données. Donc, pour tout ça, il y a un certain nombre de nos progrès qui sont en train de se mettre en place. Il y en avait un qui avait été mis en place depuis plusieurs mois, qui était un groupe de préfiguration justement de l'accès aux données, qui était composé à la fois de chercheurs, de juristes et puis de représentants d'associations et puis du comité d'éthique, qui avait pour objectif justement de déterminer quelles seraient les règles d'accès aux données en recherche. Et donc, ce document maintenant a été élaboré, donc on sait quelles règles on doit suivre. Écoutez, je pense que j'ai terminé. Maintenant, je suis à votre disposition pour les questions, si vous souhaitez. Ou à moins que ce soit après, comme vous. Oui, merci Christelle. Mes excuses à tout le monde. Là, il y avait un petit problème de son, mais on a réussi à te comprendre. Tu as le temps de rester jusqu'à la table ronde pour qu'on regroupe les questions à la fin? Oui, je vais rester jusqu'à la fin. Là, je vais donner tout de suite la parole à Bénédicte Belloir pour faire un petit point de tour d'horizon des préindications de Brain Team avant un focus fait par Odile sur les leucodystrophies. Et puis on regroupera les questions autour de la table ronde tout à la fin. Vas-y Bénédicte. Donc après, merci beaucoup Christelle pour cette très belle synthèse de présentation du plan France Médecine Génomique. Moi, je vais focaliser un petit peu plus, bien sûr, sur les préindications Brain Team. Donc pour notre filière, nous avons... Pour notre filière, nous avons donc 6 préindications qui ont été retenues. La première pour la vague 2019 de préindications. C'était une préindication proposée par Odile Bobstruc-Tanguy sur les leucodystrophies. Elle nous fera un petit résumé de ce qui se passe pour sa préindication juste après ma présentation. Et les 5 autres préindications concernent essentiellement les centres de référence et les centres de compétences de neurogénétique. Donc, je vous ferai un petit résumé ici. Il s'agit des... il y a donc la préindication sur l'ataxie héréditaire, la paraparésie spastique. Ces deux préindications, la responsable est Claire Evenchick. Il y a également la préindication dystonie ou mouvements anormaux dont la responsable est Aurélie Méneret. La neurodégénérescence par accumulation intracérébrale en fer, le responsable c'est Cyril Goiset. Et enfin, les maladies neurodégénératives du sujet jeune, dont Christophe Verny est responsable. En fait, nous avons décidé, je vais vous présenter un petit peu plus les préindications donc neurogénétiques, puisqu'Odile présentera sa préindication. Nous avons décidé pour ces préindications neurogénétiques de nous organiser un petit peu différemment et de ne pas faire des réunions de concertation pluridisciplinaires par préindication, mais plutôt
des réunions de concertation pluridisciplinaire interrégionales, puisque toutes ces préindications concernent plus ou moins les centres de référence et de compétences de neurogénétique. Donc tous les centres de référence et de compétences sont concernés par ces préindications. Nous avons donc 7 RCP. 4 d'entre elles proposent des cas à la plateforme Sequoia dont nous a parlé Christelle Thauvin. Il s'agit des RCP d'Île-de-France dont Alexandra Dur et le professeur Rodriguez sont responsables pour Paris, l'une pour l'adulte, l'autre pour l'enfant. La RCP du CHU de Lille par le professeur De Vos, la RCP Grand Ouest organisée par Christophe Verny, et les 3 RCP du Sud-Est, dirons-nous, c'est la RCP Sud-Ouest organisée par Cyril Goiset, la RCP Sud par Cécilia Marlier et Agathe Roberti, et la RCP Grand Est par Mathieu Hanheim. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'organisation de comment on s'organise pour le PFMG et nos RCP sur une petite brochure et sur notre site internet, bien entendu. Alors, quels sont les premiers résultats qui ont été obtenus? En fait, le plan France Médecine Génomique a réuni les responsables de préindication tout début 2020, où nous avons pu présenter une synthèse. Nous avons donc pu voir que 6 de nos 7 RCP avaient proposé des dossiers en RCP d'amont et la plupart ont été validés et toutes, sauf 2, avaient déjà adressé tout début 2020 des dossiers à leurs plateformes respectives. À ce moment-là, il n'y avait que 3 dossiers, 3 comptes rendus qui avaient été adressés. Si on regarde par contre sur les... si on se reporte plutôt en termes de préindication, il y avait plus de résultats, plus de dossiers présentés pour les ataxies, 32 pour les paraparésies spastiques, les mouvements anormaux 31, en termes de dossiers présentés en RCP, mais les validés, on en a un petit peu moins à chaque fois. Maladie neurodégénérative du sujet jeune, 10 dossiers présentés, 9 validés en RCP, NBIA, 2 et 2. En fait, depuis cette réunion de tout début janvier, nous avons eu de nouveaux résultats qui ont été communiqués par les responsables des préindications et également d'autres résultats ont été présentés la semaine dernière à une réunion organisée par la plateforme Oragen. Donc Claire Evenchik nous a dit qu'il y avait maintenant 4 résultats qui avaient été rendus pour les ataxies, donc un diagnostic certain, un diagnostic possible et 2 sans diagnostic. Et la plateforme Oragen nous a dit qu'il y avait 4 comptes rendus qui avaient été envoyés. Donc, il est possible que si Sequoia en a également envoyé, en fait, il y a plus de résultats qui ont été rendus pour les ataxies. En ce qui concerne les paraparésies spastiques, là, nous avons malheureusement 2 diagnostics négatifs et dont un compte rendu avait été envoyé par Oragen. Les mouvements anormaux, Aurélie Meneret, qui malheureusement ne peut pas être présente aujourd'hui, nous a dit qu'elle avait eu plusieurs résultats de séquençage qui ont été rendus, certains sont en attente ou en cours d'analyse. Et elle a eu un diagnostic pour le premier patient qui avait été prélevé en juillet 2020. Pour la préindication sujet jeune, Christophe Verny nous disait le 19 mars, nous avons eu ces résultats par Oragen qui disait qu'il y avait un diagnostic positif. Il a d'ailleurs été présenté à ce séminaire Oragen. Donc, je ne sais pas si Christophe, vous avez déjà ce retour. Et pendant la table ronde, très certainement, Cyril Goiset et Patricia Fergelot nous diront s'ils ont obtenu des résultats pour le NBIA et les autres responsables de préindication qui seront présents pendant la table ronde pourront éventuellement nous donner leur retour sur ces préindications. Alors, quelles ont été les difficultés rencontrées? Ces difficultés avaient été exposées début janvier et Christelle nous a déjà apporté des solutions dans la présentation qu'elle vient juste de faire. Donc, je vais passer rapidement sur ces difficultés qui sont rencontrées. D'ailleurs, Christelle nous a également dit que les assistants de prescription étaient en cours de recrutement qui vont aider grandement au recueil de consentement, au prélèvement, à l'envoi des échantillons, etc. parce que ce sont des processus qui sont extrêmement chronophages. Donc, la liste de ces assistants est donc sur le site du PFMG. La crise Covid a
entraîner quelques petits changements sur l'organisation, puisqu'il est possible maintenant d'envoyer des ADN déjà extraits, alors qu'au tout départ de l'organisation, cela n'était pas possible, mais ça reste extrêmement compliqué pour les laboratoires d'envoyer ces échantillons. Maintenant, en termes d'accès aux données de séquençage, là encore, ce sont des avis, des commentaires que nous avions début janvier. Les choses évoluent et les deux plateformes s'organisent pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses. Pour Sequoia, les biologistes hors APHP en GLIL n'avaient pas encore accès aux données. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Il y avait eu un petit... Alors, on ne dira pas que c'était un bug, mais il y a eu un rechargement des données parce que le mode d'analyse des CNV a été modifié pour la plateforme Sequoia. Pour Oragen, les biologistes de Bordeaux-Montpellier n'avaient pas de retour des plateformes suite à leur prescription. Et il y avait un petit problème parce que, en fait, ils n'étaient pas notifiés quand les résultats étaient disponibles. Donc, ils étaient obligés de se connecter régulièrement pour voir s'il y avait des résultats. Il y avait encore des délais important de retour de résultats. La plateforme Oragen nous a dit la semaine dernière qu'ils allaient faire évoluer les choses pour diminuer à 6 semaines pour le cancer et 6 mois pour les maladies rares. Donc les délais vont être un petit peu plus raccourcis, mais c'était lié à la mise en œuvre de ce projet qui est quand même extrêmement conséquent. Et concernant les CNV, tant que le pipeline CNV ne sera pas tout à fait au point, il est encore en cours de modification d'après ce que nous avons eu comme commentaire, il n'y aura pas de bénéfice aux plateformes par rapport à de l'exome. Donc voilà les difficultés qui étaient rapportées par les utilisateurs des plateformes. Comment Christelle a déjà donné une partie des réponses pendant sa présentation et des modifications qui sont envisagées pour les plateformes pour répondre à ces difficultés. Comment allons-nous, nous, au niveau de Brain Team, nous réorganiser et éventuellement proposer de nouvelles préindications? En effet, on a pu voir qu'avec ces premiers résultats, on pouvait envisager une nouvelle organisation pour toutes les filières, bien sûr, et au vu des résultats aussi des autres filières et de nos propres résultats, on s'est dit qu'il était envisageable de se réorganiser, de proposer de nouvelles préindications. Par exemple, pour la préindication du sujet jeune, les maladies neurogénératives du sujet jeune, donc cette préindication va bientôt inclure des démences jeunes si cela est validé par la Haute Autorité de Santé. Christelle Thauvin est en train de monter les dossiers pour les soumettre à la HAS. Christelle a également évoqué le fait de faire extrêmement attention au choix du pipeline. En effet, nous sommes là dans une validation de pré-indication pour enregistrer des futures indications à la nomenclature pour le remboursement. Il est donc essentiel de choisir, de privilégier le génome éventuellement en première intention, parce que s'il est en deuxième intention après beaucoup d'analyses, ça veut dire un pourcentage de résultats positifs qui va diminuer et éventuellement la HAS qui ne validera pas cette indication pour la nomenclature et pour un remboursement puisque le bénéfice ne serait pas intéressant. Donc, il faut vraiment faire attention à la manière dont on organise ces préindications. Les apports de la préindication ataxie, on va voir, mais ça rejoint ce que je viens juste de dire sur le choix du pipeline. Comment réorganiser peut-être cette préindication au niveau filière, en particulier avec les panels qui sont faits à Lille et à Lyon. La préindication des mouvements anormaux, juste une petite remarque, le Parkinson génétique normalement est inclus dans cette préindication. Enfin, nous allons proposer une nouvelle préindication pour le moment. Là aussi, Christelle est en train de monter le dossier pour le soumettre à la HAS. Alors, il faut, au vu des résultats que nous avons déjà obtenus, il est essentiel de ne pas multiplier les réseaux et de privilégier les rassemblements de nouvelles préindications. Donc, c'est pour cette raison que nous allons proposer, comme je vous le disais précédemment, de joindre les démences jeunes aux maladies neurodégénératives du sujet jeune. Mais par contre, nous allons inclure une nouvelle préindication qui est proposée par le centre de référence du CERFCO, qui sont les maladies rares cérébrovasculaires de l'enfant et de l'adulte. Nous envisagions de proposer une deuxième préindication qui est la calcification des noyaux gris
ou calcification intracérébrale, mais malheureusement, la crise sanitaire du Covid fait qu'on ne peut pas soumettre ce dossier en ce moment. Les médecins sont pris par ailleurs par la crise sanitaire. Donc voilà comment nous nous organisons pour le moment pour Brain Team. Pour plus d'informations, donc bien sûr, vous pouvez trouver des informations sur la page du plan France Médecine Génomique, où nous avons une page dédiée sur le site internet, et je vais laisser les responsables des préindications Brain Team, tout d'abord Odile, bien sûr, présenter ses résultats, mais également, je vais laisser ensuite, durant la table ronde, les responsables des préindications neurogénétiques ainsi que leurs biologistes faire leurs propositions et leurs commentaires sur leurs préindications. Voilà, je vous remercie. Merci Bénédicte, et on va effectivement passer à une présentation de notre première préindication. Odile est partie un an avant les autres et donc a déjà un recul, et on sait qu'elle a beaucoup de résultats. Je me demande si elle n'est pas leader même sur la plateforme. Odile, si tu es là, on te donne la parole. Oui, je vais peut-être mettre... Vous m'entendez? On t'entend, oui. Je partage l'écran. Ouais, il faut que je vous mette la vidéo quand même, ça sera plus joli. Surtout que je suis bien accompagnée. Avec Thomas. Donc, comme vous l'a dit tout à l'heure, nous, on est la préindication qui a été une première vague. Donc, je rappelle que cette première vague a été en février 2019, mais on a vraiment pu débuter qu'en novembre, même décembre 2019. Et donc, nous, on avait proposé 80 à 100 dossiers par an, à 120 dossiers par an. Et donc, on a commencé en se basant sur ce qui existait déjà, parce qu'on avait eu la chance de développer tout au niveau national. Et donc, au niveau national, on avait séparé en 2 RCP cliniques qu'on appelait, c'est-à-dire pour aider les neurologues, les neuropédiatres ou les généticiens au niveau national à essayer de débrouiller ces leucopathies inexpliquées. Donc, vous savez, certaines peuvent être d'origine acquise, d'autres vasculaires, d'autres inflammatoires, d'autres plutôt génétiques, et c'est celle-là qui nous intéresse. Et donc, côté adulte, on a un représentant du Sud qui est Xavier Erignac avec Pierre Labauge, Montpellier. On a donc Fanny Moschel à Paris qui représente le côté nord et qui est aussi l'interface avec le neurométabolique. Et puis côté enfant, bien sûr, moi-même et Cathy Sarré à Clermont, qui a toujours été formée au leukodystrophie avec moi et qui représente le côté sud. Et vous voyez qu'après avoir au début commencé à faire des panels où c'était surtout la RCP clinique qui nous donnait des patients à analyser. Depuis maintenant à peu près 4-5 ans, on avait décidé d'ouvrir en fait de façon beaucoup plus large les panels qui représentent aujourd'hui à peu près 166 gènes. Et ce panel, vous voyez, aujourd'hui, ça correspond à peu près 2/3 des patients qui sont envoyés directement par les cliniciens pour l'analyse du panel. Et vous voyez que donc, du coup, on se retrouve avec un certain nombre de panels qui sont négatifs. Et systématiquement, chaque fois que le panel est négatif, Séverine Druna, qui fait les résultats, donc signale qu'on peut le soumettre à la RCP pour faire le génome entier. Et lorsque nous ne connaissons absolument pas le dossier, qu'il n'a jamais été présenté, en fait, il faut absolument qu'il retourne aux RCP respectives enfants ou adultes. Sinon, on peut le rendre éligible directement par la RCP qu'on a aujourd'hui, à peu près, disons, une année, vous voyez d'à peu près 84%. On n'a pas de réponse du clinicien, pas de réponse du patient. Bien sûr, ça peut ne pas être une leucogénétique. Et puis, on a des patients pour lesquels ils sont décédés, on n'a pas les ADN ou on ne peut pas avoir des tuyaux. On n'a pas de réponse des cliniciens malgré les relances que l'on fait pour essayer d'aider à prescrire. Donc, c'est qui ont toujours accédé. Vous voyez que pour la prescription, on descend un peu sur une année qu'on aurait dû faire. Et donc, si je remets un certain nombre de choses
c'est l'arrêt lié au Covid. Hein. Je rappelle quand même que pendant 2 mois, donc après, avec le démarrage et tout, pour nous, ça a fait pratiquement 3 mois. Hein, on n'a pas pu envoyer. Puis après, on a envoyé, nous, une grande quantité d'ADN parce que Séverine avait tout préparé. Quand on a su qu'on pouvait envoyer, on a le problème d'Oragène qu'on a déjà signalé parce qu'il y a des problèmes pour signer les conventions avec Montpellier, puisque c'est Michel Koenig qui nous aide, en dehors de Clermont-Ferrand avec Céline Richard, qui nous aide aussi. Vous voyez qu'on a choisi des biologistes pour nous aider en lien avec les cliniciens, un peu plus côté enfants à Clermont-Ferrand et un peu plus côté adulte avec Michel Koenig. Et vous voyez qu'au niveau des patients adultes, malgré la motivation des neurologues, c'est vrai que souvent, ils ont des difficultés à reconvoquer les familles en trio, d'abord parce qu'elles sont dispersées, même si on peut envoyer des ADN de façon non tous ensemble, hein, on peut les décaler. Il y a des choses à faire, mais l'élément le plus important aujourd'hui, en particulier sur Sequoia, ça a été le fonctionnement de Gleaves, qui aujourd'hui est quand même difficile, et on l'a pris depuis 3 mois, ça rame beaucoup. Alors, pour avoir les CNV, c'est pareil que ça va être mieux. Mais pour l'instant, vous ne voyez pas vraiment Séverine qui a les yeux au ciel, mais c'est vrai que ça reste compliqué. Donc, on vient de découvrir l'assistante de coordination pour Robert Debré. Donc, pour l'instant, nous n'en avons absolument pas bénéficié. Quand je dis on, c'est surtout pour envoyer tous les prélèvements et tout ça, parce que c'est vrai qu'on aide beaucoup à la prescription. On essaye à la fin de chaque RCP d'amont de donner les mots-clés que le prescripteur doit rentrer sur le système pour qu'on ait quelque chose aussi d'un peu homogène. C'est vrai que dans Orbis, par exemple, c'est assez facile parce que quand on rentre le nom du patient, on a tout de suite beaucoup d'informations parce que comme il a été prélevé, c'est facile de retrouver ces informations. Mais ça reste quand même surtout plus lourd pour récupérer tous les consentements, que tout soit bien signé avec tous les papiers et que ça reste quand même assez lourd à gérer. Donc, je suis à votre disposition, Séverine aussi, Imen et puis Vincent Allemand, qui est ma secrétaire et qui passe beaucoup de temps avec les familles aussi, pour répondre à vos questions. Voilà notre expérience. Parti. Mais non, Oui, bonjour à tous. Merci Odile, c'est Claire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, nous on vous entend. Oui, donc c'est Claire Evenchik. Merci beaucoup pour cette présentation donc, de votre expérience qui était vraiment très pilote par rapport à nous-mêmes qui avons commencé à peu près 1 an plus tard. Je voulais te demander par rapport à vos résultats donc sur ces 14% de résultats rendus, la proportion de résultats certains chez les patients qui avaient déjà eu le panel. Alors, nous, comme tu l'as vu, il y a énormément de patients qui avaient le panel, hein, puisque pratiquement de ceux qu'on a analysés jusqu'à présent, sur les 151, il n'y en avait que 10 qui n'ont pas eu d'analyse de panel. Donc, tous ceux qu'on a rendus là, c'était des patients, sauf un, qui n'avaient pas eu de panel. Donc, nous, on a beaucoup travaillé avec les panels. Et alors, le problème qu'on a pour les leucodystrophies, c'est ce qu'on avait défendu pour faire la préindication, c'est qu'en fait, nous, on a beaucoup d'anomalies de la substance blanche, de leucopathies qui sont un peu non spécifiques, en particulier les hypomyélinisantes. Et on peut très bien avoir, par exemple, des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, une déficience et qui ont des troubles de la substance blanche parce qu'ils myélinisent très très mal. Et donc, on trouve plein de gènes qui peuvent être impliqués dans d'autres pathologies. Donc, des pathologies, bien sûr, du système nerveux central. Et c'est comme ça qu'on est amené à valider, en fait, assez vite. Et tous ceux qu'on a mis là, ce sont des patients qui sont validés, dont c'est sûr, hein, parce que ceux qui ne sont pas validés sûrs, on ne les a pas inclus pour l'instant. On n'a pas fait encore les comptes rendus. On est toujours en train d'essayer de se dire, on va regarder quand même si sur les CNV, il n'y a rien. Donc, c'est vrai qu'on est quand même assez content des résultats. Je rappelle quand même que pour un patient, on a trouvé 2 gènes différents.
Voilà, c'est un patient qui avait un albinisme associé à une anomalie neurologique avec un retard mental et des anomalies de la substance blanche. Et vous savez qu'il y a un albinisme qui est associé à des anomalies de la substance blanche. Et donc, on avait fait le lien entre les deux. Mais on a trouvé deux gènes. Un gène sur les leukodystrophies et un gène sur l'albinisme. Donc, parfois, ça nous est utile. Et c'est utile aussi dans les familles consanguines, dans lesquelles, parfois, on retrouve plusieurs gènes. Et puis, nous, on a beaucoup de régions régulatrices et on voit mieux, beaucoup mieux, évidemment, toutes les anomalies qui vont induire des splices, qui vont induire des anomalies de régulation dans les régions introniques, même si sur notre panel, on a déjà des régions introniques parce que c'est très fréquent dans nos leukodystrophies. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas tout à fait la même situation que vous vivez pour les paraplégies spastiques ou les ataxies. Odile, c'est Christelle. En fait, ça c'est pour moi, pour mon instruction personnelle. Tu veux dire que la plupart des résultats positifs que vous avez rendus pour l'instant, c'est surtout des diagnostics différentiels? C'est ça que tu es en train de dire finalement? Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas des leucos classiques, mais c'est des enfants qui ont quand même des leucopathies extrêmement agressives. Oui. Ce qui est très intéressant, mais on le savait déjà parce qu'on l'avait vu déjà dans l'exome, c'est-à-dire qu'on a à peu près, je dirais, 25% des patients à l'exome déjà qui nous montraient que c'était des anomalies sur des gènes, bien sûr dans le système nerveux central, mais qui n'étaient pas classiquement connus pour donner des leucopathies. Et c'est la raison pour laquelle dans notre centre de référence, à côté de leukodystrophie, on avait ajouté leucopathie rare parce que en fait, le patient rentre par l'anomalie de la substance blanche, mais il y a plein d'autres gènes que des leukodystrophies qui peuvent donner ce genre de choses. Et ça aide bien sûr beaucoup au niveau diagnostic. Oui, donc c'est un peu particulier à votre préindication probablement. Oui, et par le fait qu'on est chez l'enfant, mais on trouve aussi par exemple des leucopathies qui peuvent être des susceptibilités à des maladies inflammatoires ou auto-inflammatoires, et en particulier avec nos collègues d'adultes, parce qu'ils ne sont pas sur notre panel. De la même façon, on n'a pas les vasculaires. Donc, c'est vrai que ça nous a permis de pouvoir compléter un certain nombre de dossiers pour lesquels on n'avait pas sur le panel. Mais le panel nous sert beaucoup pour, par exemple, des leukodystrophies très classiques où il faut très vite savoir la mutation MLD pour faire les traitements dont a parlé Caroline, par exemple, ou pour les ALD. Alors là, on peut aller très vite parce qu'on va le passer sur le panel assez vite. Et ça nous permet de très vite donner un résultat. Par exemple, on a des situations où on voit sur l'IRM, c'est absolument typique. On confirme très vite juste sur le panel. Donc, on a de plus en plus des indications bien distinguées entre ce qu'on met sur le panel et ce qu'on met sur le génome entier. Et dès que c'est un peu inhabituel comme image IRM ou comme présentation clinique, on va de plus en plus aller directement sur le génome entier. C'est intéressant, c'est justement l'intérêt maintenant, c'est de revoir notre stratégie de comment on positionne l'un par rapport à l'autre et à la fois en termes de pertinence clinique, c'est-à-dire quelle est la probabilité que le panel soit positif, et puis de délai en fonction de l'implication thérapeutique où il faut un résultat rapide. Intéressant. Et on avait déjà cette idée parce que Séverine fait aussi des microcéphalies génétiques et c'était sur la même puce qu'on faisait. Donc, quand on avait des enfants où on apprenait qu'ils avaient finalement une tête un peu petite, on s'est amusé à regarder des gènes de microcéphalie, on en trouvait comme ça. C'est comme ça qu'on s'est dit, en fait, c'est pour beaucoup d'indications, un peu ces anomalies de la substance blanche ne sont pas aussi spécifiques de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est vrai que nous, je crois que les indications des panels aujourd'hui, c'est vraiment quand les choses sont typiques ou quand on veut aller très vite à un marqueur, par exemple, biochimique qu'on a, et il faut absolument le marqueur génétique pour pouvoir faire les thérapeutiques. Je crois que ça sera là des indications qui restent quand même importantes. Voilà. Séverine, tu as d'autres commentaires à faire? Je pense qu'une autre question qu'il faut aborder, que Bénédicte a effleurée, c'est la question de l'accessibilité hors Paris. Mais j'ai entendu que la même question se posait pour Bordeaux, et Cyril peut peut-être aussi en dire un mot, mais de l'accessibilité aux données d'interprétation pour nous, alors pour ceux sur Sequoia, hors APHP.
Mais là, je peux peut-être répondre, Christophe, si tu veux. En fait, jusqu'à présent, il y avait une difficulté qui était juridique. Et c'est pour ça que l'un comme l'autre, hein, que ce soit Sequoia ou Oragen, freinaient beaucoup à donner l'accessibilité aux données aux biologistes extérieurs au GSCS parce que c'était légalement pas autorisé sans qu'il y ait un cadre juridique qui soit établi. Et donc, étant donné que maintenant la convention elle est finalisée et qu'elle est mise à disposition depuis aujourd'hui, alors ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, hein, il faut que les conventions soient faites entre les établissements, mais du coup ça va devenir complètement possible légalement, donc il n'y a plus de raison à ce qu'il y ait ensuite un frein. Hein, voilà, donc maintenant qu'il y a cet outil qui va permettre d'être dans la légalité, ça devrait devenir beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Je peux peut-être parler un peu des indications ataxie paraplégie spastique que je coordonne. Nous, par rapport à ce qui a été dit, donc bon, pour la prescription, les choses se sont... Enfin, je parle au niveau de notre site, puisque, comme on l'a dit, les autres sites n'ont pas été réellement activés pour l'instant en termes de prescription, notamment hors APHP. Les choses s'améliorent. Les assistants de prescription vont arriver, je crois. Je pense que le rythme de séquençage, quand on regarde sur Spice, est bon, puisque j'ai l'impression qu'on est dans un délai à peu près de 3 mois entre le moment où les prélèvements arrivent et le moment où c'est séquencé. Par contre, là où j'ai des petites inquiétudes, je crois qu'Anne-Laure est là, Anne-Laure Forêt, qui est biologiste et qui s'occupe des ataxies, c'est après pour l'interprétation, puisque on sent que voilà, nos biologistes qui par ailleurs avaient des activités autres, je pense, peuvent être en difficulté quand même pour l'interprétation de ces données, puisque ça va monter en puissance, ça continue à monter en puissance, et qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires mis sur les laboratoires. Donc, je voulais savoir, Christelle, s'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était prévu dans le plan. Je tiens quand même à signaler quelque chose. Et tu as tout à fait raison, Claire, c'est que Séverine, qui doit valider beaucoup de choses déjà dans le domaine du diagnostic de beaucoup de maladies, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aurait pas eu le rythme qu'on a s'il n'y avait pas Imen Dorbos, qui est mon assistante de coordination, mais ça veut dire que j'ai une assistante de coordination pour mon centre de référence au niveau national qui est complètement dédiée à tout ce génome entier, parce que j'ai considéré que c'était capital d'améliorer le diagnostic pour Pneumoco, mais c'est vrai que pendant ce temps-là, j'ai personne d'autre pour faire autre chose, quoi. Et c'est un vrai problème de ne pas avoir prévu, en fait, d'aide, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des gens qui connaissent bien les pathologies pour les sortir. Hein. Alors, suite à l'élaboration des conventions pour les extérieurs, en fait, il y a un défraiement, oui, il y a un défraiement qui a été déterminé d'un coût par dossier pour les biologistes, hein, pour les établissements extérieurs, et du coup, ce défraiement est aussi déterminé en interne au GCS. C'est-à-dire que du coup, il va y avoir maintenant un coût par analyse de dossier qui va être financé. Après, entre la décision politique, l'arrivée de l'argent à la PHP, jusque-là, ça va. Mais comment de l'arrivée de la PHP, ça va arriver jusqu'à volume budgétaire dans les laboratoires, ça, je ne maîtrise pas. Non, mais... Et ça, je ne fais pas d'ingérence au sein de la PHP. Oui. Mais il y a un financement qui va être prévu maintenant. Mais on le reçoit, Christelle, ce financement. On a déjà reçu même l'année dernière. Le souci, c'est qu'en fait, c'est, comme tu le sais, très long de former des biologistes. Et donc, effectivement, même si on reçoit une certaine somme même pour embaucher quelqu'un pour nous aider, on ne peut pas du jour au lendemain avoir quelqu'un de formé pour valider autre chose. En fait, je pense que là, ça va se débloquer parce que là, tu vois, si je prends l'exemple des leucodystrophies, comme tu l'as vu, ils passent par un panel. Donc, ça veut dire que se surajoute au travail d'interprétation de panel
l'interprétation des génomes, quoi. Je pense que ça va se débloquer quand en fait on fera moins de panels et qu'on fera plus de génomes. Parce que pour l'instant, on a les deux, donc ça c'est surindiqué. Et il faut que ça switch pour qu'on n'en ait plus qu'un, quoi. En fait, là, c'est une période de transition qui est un petit peu difficile. Oui. Voilà. Oui, en fait, vous avez un effet ciseau en fait en ce moment qui fait que vous êtes encore en train de rendre des panels. Je ne dis pas que vous allez arrêter, mais du coup, la masse de panels que vous rentrez en même temps que vous commencez le génome fait que vous êtes dans la situation intermédiaire où là, ça sature. Une fois que vous aurez un rythme de panel de prescription qui sera plus bas et qu'il y aura un transfert de technologie, ce sera plus facile, ça c'est sûr. Mais pour les cliniciens, ça reste plus facile de faire le panel parce qu'ils peuvent l'envoyer en direct, puisque c'est comme ça qu'on l'a défini maintenant. Alors que c'est vrai que le circuit qu'on leur demande, le génome entier, ils nous disent « Ah bah oui, mais moi je ne suis pas bien sûre, alors peut-être j'envoie le panel parce que comme ça me permettra de savoir. » Et donc ça veut dire que si on veut dériver, ça veut dire que nous, il faut qu'on ait des informations cliniques en amont pour leur dire « Ah ben non, là, de toute façon, il faut que ça aille directement à l'évaluation clinique, à la RCP clinique pour pouvoir le faire valider en génome entier. » Ce qui fait que, de toute façon, ça va nous donner beaucoup de travail sur la partie de l'évaluation clinique. Je voudrais intervenir pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être moins les deux mains, les deux pieds dedans, pour rappeler le modèle interrégional que BrainTeam a proposé autour des RCP et des pré-indications. Alors, il y a le modèle pour la leucodystrophie, c'est une RCP enfant nationale, une RCP adulte. Et autrement, pour les autres pré-indications, les villes qui ont été citées. Et pour dire, toutes les équipes là de la filière BrainTeam, n'hésitez pas à vous rapprocher de la RCP dont vous dépendez, ou on n'est pas accroché à 10 km sur le plan territorial, mais de vous rapprocher d'une RCP pour valider vos dossiers. Nous, ça commence à bien marcher dans l'Ouest. Les villes s'étendent. On a on a tout le Grand Ouest maintenant communique. Ce matin, on a parlé de l'outil Rofim qui galérait bien au début et on a eu des premières expériences, mais il faut reconnaître que ça s'améliore. J'ai fait une RCP la semaine dernière avec 6 villes à distance qui étaient connectées. On n'a pas eu de gag. Ça s'est bien passé. L'outil n'est pas encore parfaitement fluide. On pourrait rêver qu'il soit plus ergonomique, mais ça a marché et il y a une courbe d'amélioration qui est loin d'être, à mon avis, en plateau. Donc, n'hésitez pas, si tout ce qu'on vous dit là est un petit peu du chinois, à vous rapprocher de nous pour qu'on fasse le lien avec l'accès aux plateformes qui doit être offert sur le territoire national. Cyril, on n'a pas entendu ta belle voix. Micro. On n'entend toujours pas. Il faut lui donner le micro. Je sais être, merci Odile, oui, je sais être discret de temps en temps quand même si ça en surprendra peut-être plus d'un ou d'une. Qu'est-ce que je peux dire? Écoutez, je suis ravi de l'expérience d'Odile qui montre quand même les grosses difficultés, même quand tout est centralisé sur un centre très expert qui a pignon sur rue en France. Malgré tout, la logistique, ça reste quand même un casse-tête du quotidien, si je comprends bien, et aussi bien au niveau clinique, ce qui ne m'étonne pas, mais qu'au niveau biologique, ce qui me surprend moins, mais je n'y suis pas confronté au quotidien. J'aurais tendance à dire que pour les NBIA, qui sont des maladies un peu plus rares encore que les leucodystrophies ou les maladies de la substance blanche dans leur intégralité, l'organisation est bicentrique aussi, binationale, avec 2 RCP, en tout cas qui vont valider les résultats, 2 biologistes qui vont valider les résultats à Lille et à Bordeaux essentiellement, avec des RCP qui sont plutôt interrégionales. J'ai bien écouté les propos d'Odile concernant les conclusions des résultats panels négatifs adressés aux cliniciens pour leur suggérer d'aller plus loin via l'étude du génome. Je ne sais pas, Odile, si du coup tu as des listes de villes pour savoir exactement, de prescripteurs, pour savoir exactement qui dépend de Sequoia et qui dépend d'Oragen, parce que ce n'est pas exactement une frontière nord-sud.
c'est un peu plus subtil. Donc nous, il nous arrive souvent à Bordeaux d'avoir des demandes d'analyse de panels qui viennent du nord de la France. Et je dois avouer que ça va introduire un handicap supplémentaire pour pouvoir faire avancer correctement ces dossiers dans le circuit des RCP. Parce que ces couillages, je ne connais pas. Voilà, je te laisse. Oui, mais Cyril, c'est assez facile. C'est assez facile en fait parce que quand on fait la RCP d'amont, en fait, c'est-à-dire tous les résultats négatifs, il y a Xavier Erignac, il y a Fanny Moschel, il y a Catherine Sarré et il y a moi avec nos biologistes moléculaires. Et si tu veux, on sait que celui-là, il est négatif. Donc, il est au sud, c'est Xavier qui s'en occupe, il contacte les neurologues quand c'est des neurologues adultes, c'est Cathy Sarré si c'est des neuropédiatres, et il leur dit, bon voilà, on essaye de les motiver, vous avez reçu le résultat, est-ce que vous voulez qu'on passe le dossier ou pas? On peut vous aider à prescrire sur Hygiene, comme nous, on essaye au nord. Et c'est vrai que ça demande un petit peu de choses, mais ça stimule un peu les gens. Et je rappelle que nous, on a bien une RCP qui est nationale, d'amont et d'aval. Simplement, on avait ces 2 RCP diagnostiques pour aider vraiment les gens à faire le tri dans tout ce qui est le cogénétique. Et c'est vrai que ça nous aide d'avoir des référents qui connaissent bien les neurologues d'adultes, qui connaissent bien les neuropédiatres ou qui connaissent bien les généticiens comme moi, pour pouvoir aider à stimuler un peu à la prescription. Le rôle des assistants. Le prescripteur ne répond pas, le clinicien ne répond pas, c'est souvent quand même un élément qui nous est difficile, et on apprend par exemple par Xavier que finalement c'est une maladie inflammatoire, on apprend des tas de choses comme ça et ça nous permet d'éliminer le dossier. Mais si je peux compléter, Cyril, toi tu fais partie des préindications où il y a le réseau interrégional de RCP, et donc si tu as un patient qui est prescrit par un prescripteur de Lille par exemple ou d'Amiens, en fait il faut, l'idée de l'organisation de la filière, d'après ce que j'avais compris, c'est d'orienter le prescripteur vers le responsable de la RCP interrégionale dont il dépend géographiquement. Je me trompe, Christophe? Oui, c'est exactement ça, mais en pratique, je demande à voir comment ça va se mettre en place. Moi, mon idée, c'est de la souplesse par rapport à ça. Il y a aussi, on commence à avoir l'habitude des indications de plateforme, des indications d'exome. Il y a des choses qui sont vraiment dans les clous, qui posent aucun problème, aucune discussion. Il y a des situations qui sont plus difficiles. Je pense qu'il ne faut pas non plus chercher. C'est l'avantage de ces RCP, de cette inscription sur ROFIM. On peut être assez souple. S'il y a un dossier particulièrement compliqué, je ne vois pas ce qui m'interdirait moi-même à Angers de me connecter pour avoir l'avis de l'expertise de Bordeaux et de Cyril et de son équipe. Et puis ensuite, le côté administratif, c'est l'avantage d'avoir des assistants de prescription, c'est qu'une fois qu'on a réfléchi à ce qu'on a envie de faire parce que c'est pertinent sur le plan clinique, eh ben, ils se débrouillent pour trouver la solution de qui prélève quoi où. Et ça, c'est vrai que nous, l'arrivée à Angers de l'assistant de prescription, alors on ne l'a pas partagé avec Tours parce que ce n'était pas gérable, on a partagé le poste et on a chacun le nôtre. Mais c'est vrai que c'est un apport parce que le discours qu'on entend parfois quand on discute avec les responsables des 2 plateformes, c'est que mais on ne comprend pas, globalement ça prend 5 minutes d'envoyer un ADN. Ce n'est pas vrai, hein. Je l'ai réentendu il n'y a pas longtemps, ce n'est pas vrai du tout. C'est un travail considérable qui ne peut pas reposer uniquement sur des docteurs, ils n'ont pas le temps pour ça. Il faut qu'on ait moi, c'est à la fois l'assistante de prescription, parce que j'ai la chance qu'elle soit, même si elle est mutualisée sur l'hôpital localisé dans mon service, plus mon équipe d'ARC, plus une PH qui s'est quand même particulièrement investie là-dedans et qui sait comment ça marche, plus le soutien de la filière et de Bénédicte qui est quand même toujours disponible quand on a un souci. C'est un gros travail, et quand on voit les familles qui viennent nous voir avec l'un qui est dans le sud, l'autre qui est dans le nord, et ça, on fait, hein, et je pense que tout le monde s'est très très bien lancé là-dedans, mais il ne faut pas penser que c'est simple. Non, c'est exactement ça. Les assistants de prescription, je peux témoigner de leur grand intérêt, puisque nous, à Bordeaux, les prescriptions ont réellement décollé depuis le 2 janvier, l'arrivée de notre assistante de prescription. Donc, c'est quelque chose qui est absolument utile et indispensable dans tous les centres, hein, Claire, tu verras. Pour autant, l'articulation d'assistante, pour le moment, on l'avait surtout mis au contact des cliniciens, des centres de référence, pas des biologistes qui seront les valideurs ou
les valideurs actuels des panels et les valideurs futurs des génomes. Donc, je veux dire, c'est juste ça qu'il faut mettre en place. Alors, je vais compléter les rôles des assistants de prescription, c'est d'aider à la prescription et à l'organisation des RCP. Ils n'ont pas de rôle des laboratoires. Déjà parce que j'approuve totalement ce que disait Christophe sur la COM, c'est pas simple de prescrire au quotidien. Et on a voulu justement que ça puisse être pérennisé et pas que juste une année pour qu'ils puissent toujours. C'est là hein, et déjà ils vont être très occupés, très occupés. C'est pas pour l'instant d'aider les laboratoires. Hein. Alors, je veux bien qu'on réfléchisse à un système pour les laboratoires, je suis ouverte à toute discussion, mais leur rôle, il est d'aider l'amont et les RCP. On est d'accord, Christelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des dossiers qui sont susceptibles d'aller jusqu'à Oragène ou Sequoia qui passent par des ADN, par des prélèvements, pas par des patients. Oui, mais ça, c'est pas le rôle de Alors, l'assistant de prescription, il peut se mettre en contact avec le laboratoire pour voir comment organiser le transport de l'échantillon, par exemple, ça, elle fait ça chez nous. Hein, c'est-à-dire qu'elle s'organise avec le... Excusez-moi, c'est un prime chez moi, c'est insupportable à côté. Et du coup, elle peut aider ça, c'est dans ce sens-là qu'elle peut aider. Mais par contre, elle n'intervient pas du tout sur le côté interprétation. Eh bien, non, mais on est bien d'accord, mais en termes d'organisation pour arriver à obtenir les prélèvements qui sont acheminés ensuite sur la plateforme. C'est bien de ça dont je parle. Et les assistants de prescription, je pense que si les biologistes qui valident les panels qui sont négatifs, qui sont ensuite susceptibles d'aller sur le génome, on ne les aide pas, à l'image du discours que vient d'avoir Séverine, Odile et toute l'équipe de Robert Doré, je pense que ça sera compliqué. D'autant plus que je ne suis pas certain qu'il y ait forcément une biologiste à temps plein ou un biologiste à temps plein pour une préindication dans chaque laboratoire concerné. C'est plutôt un biologiste qui fait tout et n'importe quoi comme indication toute la journée. Voilà, c'est mon sentiment. Après, je me trompe peut-être. Hein. Et je pense que du coup, les assistants de prescription, ils ou elles vont être sollicités par les biologistes quand on aura un désir sur un panel local négatif d'aller plus loin par un génome. Je pense que c'est important de pouvoir les solliciter quand même. On est en amont de la prescription du génome. Je voulais juste poser une question parce que Anne-Sophie Lèbre l'a posée tout à l'heure et puis on était passé à autre chose. C'était adressé à Christelle. C'est combien un nombre suffisant de patients pour évaluation des actes par le groupe de travail 6 de l'HAS? Je ne comprends pas tout à la question, mais je la retranscris. Oui, en fait, je pense que la question d'Anne-Sophie, c'est à partir de quand la HAS, elle a suffisamment de données probablement pour faire l'évaluation de l'utilité. Je n'ai pas la réponse en fait, à cette question. C'est pour ça que je pense que ça ne va pas être tout de suite l'évaluation de la HAS, parce qu'il y a des préindications qui n'ont pas des grosses files actives, donc on ne va pas faire l'évaluation sur 40 patients, c'est un non-sens. Hein. Donc, ils n'ont pas donné de calendrier, parce que je pense que pour l'instant, c'est difficile de déterminer le calendrier. Donc, de toute façon, pour l'instant, le plan, il est financé par un PIA qui court jusqu'à 2025. Donc, probablement que de toute façon, l'évolution de la HAS, elle ne va pas s'inscrire au moins avant, je dirais, 2-3 années. Hein. 2-3 années. Mais il y en aura une, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Quand, je ne sais pas, mais il y en aura une. Alors, je voudrais compléter, comme on est sur la HAS, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur les nouvelles préindications. C'est juste un élément de précision. En fait, lors des auditions qu'on a faites en janvier, on a interrogé l'ensemble des porteurs des filières, savoir s'il y avait besoin d'étendre certaines préindications. Notamment, il y a des préindications qui ont demandé à ce que, là, ils avaient mis des critères d'âge, donc ils voulaient que les critères d'âge soient un petit peu modifiés, ou certains signes cliniques, tu l'as dit, Christophe, par exemple, la préindication neurodégénérative du sujet jeune, vous vouliez l'étendre à démence du sujet jeune en gardant le même parcours de soins. Donc, pour nous, ça, c'est une extension. Et après, il y a vraiment les nouvelles préindications, comme tu l'as dit, sur le cérébrovasculaire. Alors, je ne suis pas en train de faire les dossiers auprès de la HAS. Je voudrais juste préciser 2 choses. En fait, on est en train de remonter les demandes d'extension de préindication avec la demande qu'il n'y ait pas de nouveau dossier et qu'il donne le go pour étendre en travaillant avec vous quels vont être les critères de prescription et comment on met à jour les critères sur le site. Donc ça, c'est le premier groupe. Après, les nouvelles préindications,
Ça, il y aura un appel à projet qui sera ouvert et on est en train de discuter avec eux de quand est-ce que ce serait possible de l'ouvrir. Voilà. Donc, pour les nouvelles, il y aura des dossiers à constituer. Pour les extensions, non, il n'y aura pas de. Enfin, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de dossier et que juste on travaille avec vous la mise à jour du site pour que les prescripteurs aient les données adéquates. Étant donné que ces extensions elles vont être sur les parcours de soins qui existent déjà, il suffira de mettre à jour les fiches qu'on a mis à disposition. Et par contre, les nouvelles préindications qui ont potentiellement des nouveaux parcours de soins, ou il y aura vraiment un nouveau dossier à constituer avec l'appel à projet. Voilà. On souhaiterait que l'appel à projet soit à l'automne, mais l'AHS, en ce moment, ils sont bien occupés, c'est pas simple. Voilà. Très bien. S'il n'y a pas de questions urgentes, je pense qu'il est temps de conclure. Hein. Il est 17h, on sait que 3 heures en visio, c'est long, surtout après une matinée qui a été bien chargée. Je pense que c'est au moins, vous nous ferez un retour et on vous interrogera sur un éventuel succès qualitatif. On peut au moins retenir à ce stade un succès quantitatif, puisqu'avec près de 160 inscrits, nous avons fait des pics au-delà de 121 connexions, donc probablement avec certains endroits, plusieurs personnes connectées sur un même poste. Merci de votre mobilisation. Je vais remercier également toute l'équipe Brain Team qui était autour de moi, qui s'est mobilisée, l'équipe technique qui nous accompagne et que vous connaissez maintenant puisqu'ils sont régulièrement nos partenaires. Et puis vous remercier de la mobilisation. C'est pas facile de tenir aussi nombreux aussi longtemps. Donc un grand merci à tout le monde et puis à l'année prochaine. Et l'année prochaine, j'espère bien que vous pourrez profiter non pas des masques floqués Brain Team, mais des petits fours de Brain Team.